Ma sœur venait tout juste de poser la purée sur la table quand la fille de mon nouveau mari m'a regardé droit dans les yeux, devant ma mère, mes frères, ma tante Chantal, devant tout le monde, et a dit, « Est-ce que tu peux arrêter de faire comme si tu étais à ta place ici? Tu l'as épousé, lui. Tu n'es pas devenue ma mère. Et franchement, tu n'es assise à cette table que parce que tu as les moyens de te le permettre. » La pièce est devenue si silencieuse que je pouvais entendre le cliquetis du ventilateur de plafond au-dessus de nous. Je me souviens de la main de ma mère se figeant autour de son verre d'eau. Mon jeune frère Mathieu s'est adossé à sa chaise comme s'il venait de recevoir une gifle. Même ma tante Chantal, qui croyait que chaque problème familial pouvait être résolu avec une bonne tarte et une prière, a baissé les yeux. J'ai regardé Camille, 20 ans, jolie, apprêtée, ses cheveux blonds bouclés comme si elle allait à un brunch plutôt qu'à un dîner de famille. J'avais passé les 8 derniers mois à payer une partie de ses frais de scolarité en école de commerce, l'assurance de sa voiture, le supplément pour sa résidence étudiante privée, et plus de petites dépenses temporaires que je ne voulais bien le compter. J'avais souri face à sa froideur, excusé sa distance, et je m'étais dit qu'elle avait juste besoin de temps. Alors, j'ai dit aussi calmement que possible, « Tu ne me parleras pas sur ce ton dans la maison de ma famille. » Avant que Camille ne puisse répondre, mon mari, Laurent, a posé sa fourchette, s'est tourné vers moi et m'a humilié en une seule phrase. « Elle n'est pas ta fille, » a-t-il dit. « Ne la reprends pas. » Cela m'a fait plus mal que tout ce que la jeune fille avait pu dire. Non pas parce que Camille n'avait pas le droit de me tester. Les jeunes font ça. Les familles recomposées sont compliquées. L'ego en prend un coup. Les gens réagissent mal. Mais Laurent, mon mari, l'homme qui m'avait tenu la main à l'église et avait promis que nous construisions une vie ensemble, ne m'a pas défendu. Il m'a dépouillé de mon autorité, de ma dignité et de ma place en une seule respiration, juste devant les personnes qui m'avaient élevé. Et j'ai souri. Non pas parce que j'étais faible, mais parce qu'à 42 ans, j'avais appris que certaines décisions sont trop importantes pour être prises quand on a le sang qui bout. Le lendemain matin, j'ai annulé le paiement de son école, la couverture de sa voiture, et absolument tout ce qui, venant de moi, lui facilitait la vie. Mais cela est venu plus tard. Ce soir-là, j'ai simplement plié ma serviette, j'ai présenté mes excuses à ma mère pour ce moment désagréable, et j'ai commencé à débarrasser les assiettes comme si ma poitrine n'était pas en train de se déchirer sous mon chemisier. La vérité, c'est que j'avais fait beaucoup d'efforts pour que ce mariage fonctionne. Laurent et moi nous étions rencontrés lors d'un gala de charité à Lyon, le genre d'événement avec des dîners au poulet trop secs et beaucoup trop de banalités. Il était stable, attentionné, respectueux d'une manière qui me semblait rare après mon divorce. J'avais passé des années à reconstruire ma vie après la fin de mon premier mariage, des années à faire de longues heures dans la gestion immobilière, à apprendre à épargner, à apprendre à ne pas avoir besoin d'être sauvé. Au moment où Laurent est arrivé dans ma vie, j'étais entièrement propriétaire de ma maison, j'avais des comptes épargne-retraite dont j'étais fier, et j'avais enfin atteint le point où la tranquillité comptait plus pour moi que l'excitation. Laurent semblait incarner cette tranquillité. Il était devenu veuf assez jeune. Il en parlait cependant, au moment où je l'ai rencontré, avec suffisamment d'années de recul pour que le chagrin se soit adouci en un souvenir. Il parlait avec amour de sa fille Camille, avec cette tendre culpabilité que portent certains parents quand ils pensent que la vie a été injuste envers leur enfant. J'avais admiré cela au début. J'avais pensé que cela prouvait sa loyauté. Ce qui m'avait échappé, c'est que la culpabilité s'était transformée en indulgence. Camille était étudiante quand Laurent et moi nous sommes mariés. Je m'étais dit de ne rien forcer. Je ne lui avais jamais demandé de m'appeler maman. Je n'avais jamais essayé de remplacer qui que ce soit. Je proposais de la conduire, des cadeaux d'anniversaire, une chambre chaleureuse dans ma maison le week-end, et de l'aide quand Laurent admettait à demi-mot que les fins de mois étaient plus serrées qu'il ne voulait bien le dire à voix haute. Ça a commencé par de petites choses. Un découvert sur les frais de scolarité un semestre. Puis une voiture d'occasion qu'il fallait remplacer par un modèle plus sûr. Puis l'assurance, les livres, la carte de cantine, le manque à gagner, les frais de parking, l'argent pour l'essence. Laurent présentait toujours ça comme temporaire. Camille ne m'a jamais remercié directement. Je l'avais remarqué, mais je l'avais ignoré. Parce que quand on aime quelqu'un plus que sa propre fierté, on trouve des excuses pour ce qui devrait pourtant nous alerter. Pourtant, il y avait eu des signes. Camille m'avait reprise une fois quand j'avais parlé de « notre maison ». Elle avait dit « Tu veux dire ta maison et le mariage de mon père ».
Une autre fois, j'avais donné mon avis sur le fait qu'elle séchait les cours, et elle avait ri comme si j'étais la domestique qui dépassait les bornes. Laurent arrondissait toujours les angles. Elle s'adapte. Elle ne le pense pas vraiment. Laisse-lui du temps. Alors, j'ai laissé du temps. Puis je les ai tous les deux invités au dîner du dimanche avec ma famille, en pensant qu'un peu de chaleur normale aiderait peut-être. Ma mère a cuisiné un bœuf bourguignon. Mathieu a apporté une fougasse. Ma tante a apporté sa tarte au citron. J'avais même sorti le saladier bleu que Laurent aimait, parce que je croyais encore que l'attention pouvait apprendre aux gens à être attentionnés en retour. Au lieu de cela, Camille m'a humilié à ma propre table. Et Laurent s'est assuré que tout le monde sache exactement quelle était ma place. Au moment d'aller me coucher ce soir-là, je ne me demandais plus comment être accepté. Je me posais une toute autre question. Pourquoi est-ce que je payais pour qu'on me manque de respect? J'ai dormi peut-être 3 heures. À 6 heures du matin, j'étais assise au comptoir de ma cuisine avec une tasse de café noir, mon ordinateur portable ouvert, le lever du soleil apparaissant pâle à travers les stores. Puis j'ai commencé à passer des appels. À 6h15, j'avais un bloc-notes jaune à côté de mon café et chaque dépense mensuelle liée à Camille écrite de ma plus belle écriture. La mensualité de l'école, le prêt de la voiture, l'assurance, la carte essence, le forfait téléphonique. La carte de crédit de secours sur laquelle Laurent m'avait supplié de l'ajouter, au cas où. Les mensualités pour les meubles de l'appartement en ville qu'elle devait absolument avoir parce que la vie en résidence universitaire n'était pas à sa hauteur. Voir toute cette liste réunie au même endroit a fait naître une dure conviction en moi. Ce n'était pas seulement de la générosité. C'était un deuxième foyer que je finançais tout en m'entendant dire que je n'y avais aucune place. Je n'ai pas pleuré. Je me suis connecté à mes comptes un par un. D'abord, le portail de paiement de l'école. Je ne pouvais pas annuler ce qui avait déjà été payé pour le semestre en cours, mais j'ai annulé la mensualité du printemps prévue la semaine suivante. Ensuite, j'ai ouvert le contrat d'assurance et retiré le véhicule que je couvrais. Puis ça a été le tour de la carte essence, de la carte bancaire secondaire et du virement automatique que j'avais mis en place pour compléter son loyer. J'ai appelé l'opérateur téléphonique et séparé sa ligne de mon compte à compter du prochain cycle de facturation. Tout ce que je touchais m'appartenait et je pouvais l'arrêter. Cela comptait pour moi. Je n'essayais pas de détruire la vie de cette fille. Je refusais simplement de continuer à financer son mépris. À 7h10, j'ai écrit un mot à Laurent et je l'ai laissé sur le comptoir de la cuisine, là où il le verrait en descendant. Tu avais raison. Elle n'est pas ma fille. À partir de maintenant, j'agirai en conséquence. Je n'ai pas ajouté de point d'exclamation. Je n'ai pas écrit 3 paragraphes. Il y a une sorte de colère qui devient plus silencieuse lorsqu'elle devient définitive. Ensuite, je me suis habillé pour aller travailler. J'ai mis une robe fourreau bleu marine, de petites boucles d'oreilles en or et le bracelet de perles que ma mère m'avait offert après mon divorce, celui dont elle disait qu'il ressemblait à une femme reprenant le contrôle de sa vie. Je suis resté devant le miroir de la salle de bain une seconde de plus que d'habitude ce matin-là. Non pas parce que je doutais de ce que je faisais, mais parce que je savais que la journée allait tester si je le pensais vraiment. À 8h43, mon téléphone a sonné. Laurent. Je l'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai répondu « Bonjour ». C'est quoi ce mot, bordel, a-t-il lâché. J'ai gardé une voix neutre. Ça veut dire exactement ce qui est écrit. Tu as annulé les frais de scolarité de Camille. Le prochain prélèvement, oui. Et l'assurance, sa carte? Céline, tu as perdu la tête? J'ai regardé par la fenêtre le parking en bas de mon immeuble de bureau. Non. Pour la première fois depuis longtemps, je pense que j'ai toute ma tête. Il a laissé échapper un rire amer. Alors, c'est une vengeance parce qu'elle t'a blessé au dîner? Non, ai-je dit. C'est une limite, puisque tu as clarifié mon rôle. Il y a eu un silence au bout du fil, le genre de silence qui se produit quand quelqu'un réalise que ses propres mots lui reviennent en plein visage, habillé de conséquences. Céline, a-t-il dit en baissant d'un ton, tu réagis de manière excessive. Elle a 20 ans. Elle a mal parlé. Ça arrive. Oui, ai-je dit, et des maris qui humilient publiquement leurs femmes, ça arrive aussi, apparemment. Ce n'est pas ce que j'ai fait. C'est exactement ce que tu as fait.
Il a commencé à utiliser ce vocabulaire habituel des gens qui veulent les bénéfices de votre générosité sans s'encombrer de votre dignité. Nous sommes une famille. Elle s'adapte. Tu sais combien elle a de la pression. Sois plus intelligente. Ne rends pas les choses pires qu'elles ne le sont. J'ai attendu qu'il termine. Puis j'ai dit, le mot famille ne s'utilise pas uniquement quand il y a des factures à payer. Il m'a raccroché au nez. À 11 heures, Camille a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je voulais entendre quelle version de l'histoire on lui avait racontée. La fille furieuse, l'enfant blessé, la bénéficiaire privilégiée dérangée par la réalité. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, a-t-elle dit à la seconde où j'ai décroché. Pas de bonjour, pas d'hésitation. Ma carte a été refusée. Oui, ai-je dit. L'application de mon assurance dit que mon contrat a changé. Oui. Et le service comptabilité de l'école dit que le paiement du printemps n'est plus programmé. Oui. Sa respiration s'est accélérée. Tu ne peux pas me faire ça. J'ai presque ri, mais il n'y avait rien d'amusant dans la rapidité avec laquelle la dépendance se transforme en indignation. En fait, Camille, je le peux. Je payais ces factures volontairement. Tu avais promis. Non, ai-je dit. J'aidais. Il y a une différence. Elle est restée silencieuse, et je pouvais entendre les bruits du campus derrière elle, des portes qui s'ouvraient, de jeunes voix, une vie en mouvement qu'elle avait prise pour un droit acquis. Mon père a dit que tu nous aimais, a-t-elle finalement dit. Celle-là m'a touché, mais pas de la façon dont elle l'espérait. Parce que l'amour était justement la chose qu'ils utilisaient contre moi, comme si aimer quelqu'un signifiait accepter n'importe quel traitement qu'ils choisissaient de vous infliger. J'ai fait de mon mieux pour vous aimer tous les deux, ai-je dit. Ce que je n'ai pas accepté de faire, c'est de financer le manque de respect. Tu gâches mon avenir pour une seule remarque. Non, ai-je dit doucement. Ton père et toi avez rendu les choses très claires hier soir. Vous ne voulez pas de moi dans un rôle parental. Je respecte cela. Ton avenir n'a jamais été une obligation pour moi. Le respect était le seul prix à payer, et vous avez tous les deux refusé de vous en acquitter. Pendant un instant, il n'y a eu que le silence. Puis elle a murmuré, « Papa va être furieux. » Je me suis adossé à ma chaise et j'ai regardé le bloc-notes jaune toujours ouvert à côté de mon bureau. Il aurait dû y penser, ai-je dit, avant de t'apprendre qu'on pouvait se servir de moi sans m'honorer. Laurent n'est pas rentré à la maison ce soir-là. Il a envoyé un seul texto vers 18 h qui disait, « Il faut qu'on parle quand tu te seras calmé. » Je l'ai fixé en restant debout au comptoir de ma cuisine, toujours dans mes vêtements de travail, mes chaussures balancées près de la porte de derrière. Dehors, le ciel avait pris la douce couleur gris-bleu du début de l'hiver, et la maison était silencieuse d'une manière qui me semblait inhabituelle. Pas solitaire, juste honnête. J'ai répondu par texto, « Je suis calme. » C'est de ça dont tu devrais t'inquiéter. Puis j'ai posé mon téléphone et j'ai commencé à préparer de la soupe. Il y a quelque chose de profondément humain, je pense, dans le fait de couper des oignons pendant que votre mariage se fissure. Il faut quand même manger. Les poubelles doivent quand même être sorties le jeudi. Le lave-vaisselle doit quand même être vidé. La vie continue d'avancer même quand votre cœur essaie de comprendre qui exactement vous avez épousé. Cette nuit-là, je me suis permis de faire quelque chose que j'avais été trop occupé et trop optimiste pour faire auparavant. J'ai commencé à examiner le passé avec lucidité. Pas les grands moments, les petits. Ce sont ces moments-là qui disent la vérité. Le premier remontait à 2 mois après notre mariage. Laurent et moi étions dans le bureau en train de revoir quelques éléments du budget quand il a mentionné l'air de rien que Camille avait besoin d'une voiture plus récente. J'avais dit, asseyons-nous avec elle et voyons ce qui est raisonnable. Il a souri et a répondu, pas besoin d'en faire toute une discussion. Elle est déjà stressée. À l'époque, cela semblait protecteur. Maintenant, j'entendais ce que c'était vraiment, ne mets pas de règles là où je lui offre des échappatoires. Puis je me suis souvenu d'un repas de fête. Ma nièce avait demandé si Camille se joindrait à nous à l'église avant le dîner. Et Camille avait ri et dit, je ne viens aux événements maintenant que parce que papa s'est marié dans les beaux quartiers. Tout le monde avait ri nerveusement, y compris Laurent. Plus tard, quand je lui ai dit que ça m'avait dérangé, il m'a embrassé le front et a dit, elle fait des blagues quand elle ne se sent pas sûre d'elle. Il traduisait toujours son manque de respect en quelque chose que j'étais censé encaisser.
Et puis il y a eu la remarque qui m'est revenue le plus violemment. 3 semaines plus tôt, j'étais entré dans la cuisine pendant que Laurent était au téléphone. Il ne savait pas encore que j'étais là. Je n'ai surpris que la fin de la phrase, mais j'en avais entendu assez. Non, ma chérie, ne t'inquiète pas. Elle gère. Il s'est retourné, m'a vu, et a immédiatement changé de ton. Je parle à l'entrepreneur, a-t-il dit beaucoup trop vite. J'avais laissé couler à l'époque. Cette nuit-là, je ne l'ai pas fait. J'ai appelé ma banque à la première heure le lendemain matin et j'ai demandé un relevé sur 6 mois de chaque virement et paiement lié à Camille. Non pas parce que j'avais besoin de preuves pour un tribunal, mais parce que j'avais besoin de preuves pour moi-même. Une liste claire, des faits sans émotion. À midi, je les avais. Et quand j'ai parcouru les dates, j'ai vu un schéma si évident qu'il m'a fait m'enfoncer dans ma chaise. Presque à chaque fois que Laurent avait une conversation privée avec Camille, une nouvelle dépense suivait dans les jours qui venaient. L'argent pour les meubles de l'appartement, la carte de stationnement, l'ordinateur portable haut de gamme parce que l'ancien était trop lent. La robe de soirée pour l'association étudiante qui était soudainement devenue indispensable pour se faire un réseau. C'était toujours la même chorégraphie. Laurent préparait le terrain, Camille demandait indirectement, et on me tendait la facture emballée dans le vocabulaire de la famille. Cet après-midi-là, ma sœur Sandrine a appelé. Maman avait dû lui raconter ce qui s'était passé au dîner parce qu'elle n'a pas perdu de temps à faire semblant du contraire. « Ça va » a-t-elle demandé. « Non » ai-je dit, mais je vois clair. Il y a eu un silence. Puis Sandrine a dit, « Tu veux mon avis sincère ?»« Je le veux toujours. »« Il a épousé ta stabilité financière » a-t-elle dit. « Je ne suis pas sûr qu'il ait jamais vraiment épousé la femme que tu es. » C'était brutal. Et vrai. Plus tard dans la soirée, Laurent est enfin rentré à la maison avec Camille à ses côtés. Dès l'instant où j'ai entendu les portières de la voiture claquer, j'ai su qu'ils étaient venus en s'attendant à ce que je cède, à ce que je m'excuse d'avoir créé des désagréments, à ce que je remette le confort à la place où la vérité l'avait interrompu. Camille est entrée en premier, les bras croisés, ses mèches coûteuses balayant ses épaules, mais il y avait de la tension sur son visage maintenant. Une vraie tension. Laurent a suivi, la mâchoire serrée, arborant cet air familier que les hommes prennent parfois quand ils savent qu'ils ont tort, mais qu'ils prévoient quand même de dominer la pièce. « Nous sommes là pour arranger ça » a-t-il dit. « Non » ai-je répondu depuis le canapé du salon. « Vous êtes là parce que votre petit arrangement a cessé de fonctionner. » Camille a regardé son père, puis moi. « Arrangement » J'ai soutenu son regard. « Oui, celui où je payais et où aucun de vous n'avait besoin de faire preuve de respect. » Laurent s'est avancé. « C'est injuste. » Non, ai-je dit doucement. Ce qui était injuste, c'était d'être humilié publiquement par mon mari tout en finançant la vie de sa fille. Pour la première fois depuis le début de toute cette histoire, le visage de Camille a changé. Pas pour de la gentillesse, pas encore, mais pour de l'incertitude. Comme si une petite vérité indésirable avait fini par trouver une faille dans ce que son père lui avait appris. Camille a alors fait quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire au cours de tous ces mois où je la connaissais. Elle a arrêté de jouer un rôle. Jusqu'à cet instant, chaque interaction avec elle avait comporté une sorte de vernis, une attitude affûtée pour faire de l'effet, comme si elle était toujours à moitié consciente d'avoir un public. Mais là, debout dans mon salon, avec sa carte bloquée, son assurance annulée, et l'avenir qu'elle croyait assuré vacillant soudainement sous ses pieds, elle ressemblait moins à une étudiante arrogante et davantage à une jeune femme effrayée qui n'avait plus de réplique toute faite. « Papa » a-t-elle dit lentement sans me quitter des yeux, « qu'est-ce qu'elle veut dire par arrangement ?» Le visage de Laurent s'est crispé. Elle veut dire qu'elle est en colère et qu'elle essaie de rendre tout ça plus laid que ça ne l'est. Je me suis levé. Non, Laurent, ça veut dire que j'en ai fini de t'aider à masquer la vérité. La pièce est devenue silencieuse. J'ai marché jusqu'au buffet, j'ai pris le dossier que j'avais préparé l'après-midi, et je l'ai posé sur la table basse. À l'intérieur se trouvait chaque paiement que j'avais effectué au cours des 8 derniers mois. Aide pour l'école, virement pour le logement, frais de voiture, assurance, facture de téléphone, dépenses d'urgence, achat de vêtements, ces petites facilités qui ne restaient jamais petites. Camille a fixé les pages. « Je ne savais pas que tout ça venait de toi » a-t-elle dit. Je l'ai cru. C'était la première faille. Parce que le sentiment que tout nous est dû peut être laid,
mais parfois, on en hérite avant de le choisir. Et soudain, je pouvais en voir les contours plus clairement, il ne s'agissait pas seulement d'une fille gâtée, mais d'un père qui avait nourri ses attentes avec des promesses faites à huis clos. Laurent a essayé de balayer ça d'un geste. Tu savais qu'elle aidait. Je savais qu'elle payait pour certaines choses, a dit Camille, la voix plus faible maintenant. Tu as dit que c'était parce qu'elle voulait prouver qu'elle tenait à nous. J'ai regardé Laurent et c'était là, pas seulement de la faiblesse, de la lâcheté. Il avait traduit ma générosité en stratégie. Il avait fait passer mon affection pour une transaction afin qu'aucun donnait à s'en sentir redevable. Je tenais à vous parce que j'essayais de construire une famille, ai-je dit, pas d'en acheter une. Camille a baissé les yeux vers les documents à nouveau. Tu as dit qu'elle en avait plus qu'assez, a-t-elle murmuré à son père. Laurent a poussé un petit soupir agacé. C'est le cas. Cette phrase l'a trahi d'une manière qu'aucune excuse ne pourrait réparer. Non pas parce qu'il s'agissait d'argent, mais parce que cela révélait toute sa logique morale. Dans son esprit, ce que j'avais gagné, épargné et offert avec amour n'était pas quelque chose qu'il fallait respecter. C'était simplement à disposition. Une ressource, un matelas de sécurité, quelque chose dans lequel on pouvait puiser tout en me gardant à ma place. Camille s'est laissé tomber lourdement dans le fauteuil, comme si ses genoux avaient cédé. Pour la première fois, j'ai vu la gêne colorer son visage. Pas seulement parce que les vivres avaient été coupés, mais parce qu'elle commençait à comprendre l'architecture du mensonge. Les jours qui ont suivi n'ont pas été dramatiques au sens télévisuel du terme. Personne n'a jeté de vaisselle, la police n'a pas été appelée, personne n'est parti en trombe sous la pluie. Ce qui s'est passé à la place a été plus puissant. La réalité a frappé à la porte. Camille a appris que ses frais de scolarité pour le printemps nécessiteraient désormais une demande de prêt étudiant, à moins qu'un autre arrangement ne soit trouvé. L'appartement en ville qu'elle aimait tant a soudainement eu l'air différent lorsque son aide financière a disparu. Son père ne pouvait pas absorber les coûts que je couvrais. Pas s'empuiser dans sa retraite ou s'endetter alors qu'il n'avait aucune raison de le faire à son âge. Le devis d'assurance auto qu'elle a obtenu par elle-même l'a fait pleurer de frustration. Elle a pris 2 gardes dans une boutique près du campus et a commencé à chercher un logement moins cher pour le semestre suivant. Laurent, quant à lui, faisait les 100 pas dans la maison comme un homme trahi par les conséquences de ses actes. Il a d'abord essayé la colère, puis le silence, puis la déception blessée, comme si j'avais d'une certaine manière violé mes vœux en refusant d'être humilié et facturé dans le même mariage. Je l'ai laissé passer par toutes ces phases. Un soir, ma tante Chantal est passée avec un 4/4 et cette sagesse à l'ancienne que les gens de sa génération portent dans leurs os. Elle s'est assise à la table de ma cuisine, a enroulé ses 2 mains autour de son café, et a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle a hoché la tête une fois et a dit « Aider les gens est une bénédiction, mais aider des gens qui s'acharnent à ne pas voir ta valeur te brisera l'esprit. » J'ai ressenti ça jusqu'au plus profond de moi. 3 soirs plus tard, on a frappé à la porte. Quand j'ai ouvert, Camille se tenait là, seule. Pas de maquillage sophistiqué, pas de bras croisés, pas de paire derrière son épaule. Juste une jeune femme fatiguée, en jean et sweat à capuche, qui tenait le coup par la seule force de sa volonté. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. Et pour la première fois depuis ce dîner, je n'ai pas vu seulement la fille qui m'avait insulté, mais la fille qui était peut-être enfin prête à entendre la vérité. Je me suis écarté et je l'ai laissée entrer. Camille est restée dans l'entrée une seconde, comme si elle ne savait pas quoi faire de ses mains. La maison était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur et du tic-tac de l'horloge dans le couloir. Des sons ordinaires. C'est étrange comme les sons ordinaires peuvent rendre une conversation difficile encore plus vulnérable. « Du thé ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Dans la cuisine, j'ai rempli la bouilloire et j'ai sorti 2 tasses. Aucune de nous n'a parlé pendant que l'eau chauffait. Elle avait l'air plus âgée d'une certaine façon qu'à la table de ma famille, pas en âge, mais dans son attitude. Moins sûre d'elle, moins décorative, plus vraie. Quand nous nous sommes assises, elle a pris une grande inspiration et a dit « J'ai été horrible avec toi. » J'ai attendu. Pas pour la punir, juste pour voir si elle savait pourquoi. Elle a regardé ses mains. Je croyais que si je te laissais prendre de l'importance, ça voudrait dire que je trahissais ma mère. Et je croyais. Je ne sais pas. Je croyais que si j'étais assez froide, tu arrêterais d'essayer, et alors je n'aurais plus à me sentir coupable de détester à quel point tout a changé si vite.
C'était suffisamment honnête pour apaiser quelque chose en moi. Puis elle a dégluti et a ajouté, mais ce n'est pas toute la vérité. L'autre vérité, c'est que papa a fait croire que ton aide faisait simplement partie du contrat. Que tu avais de l'argent et que c'était comme ça que les choses allaient se passer. Alors, je me suis laissé convaincre que je ne te devais aucune gratitude. Je t'ai réduite à un rôle au lieu de te voir comme une personne. Voilà. Ce n'étaient pas de parfaites excuses, mais c'étaient de vraies excuses. J'ai enroulé mes mains autour de ma tasse. Camille, je n'ai jamais voulu que tu m'appelles maman. Je n'ai jamais voulu remplacer qui que ce soit. Je voulais seulement un respect basique. Elle a hoché la tête, les yeux brillants maintenant. Je le sais, maintenant. J'ai laissé le silence s'installer un peu avant de dire ce qui devait être dit. Des excuses raclements de gorge c'est important, mais ça n'efface pas les conséquences. Je sais, a-t-elle répété, cette fois avec plus de fermeté. J'ai trouvé un travail à temps partiel. Je fais une demande de prêt étudiant. J'ai trouvé un appartement moins cher avec 2 colocataires pour le semestre prochain. Elle a eu un petit rire sans joie. Il s'avère que le café du campus a un goût différent quand on l'a vraiment gagné. Ça m'a presque fait sourire. Le lendemain, Laurent est venu me voir aussi, bien que dans un état d'esprit très différent. Sa fierté avait fini par perdre son combat contre la réalité. Il s'est tenu dans l'encadrement de la porte du bureau, les épaules plus basses que je ne les avais jamais vues, et a dit « Je vous ai laissé tomber toutes les deux. » Je ne l'ai pas sauvé de l'inconfort de le dire à voix haute. Il a continué. J'avais tellement peur de contrarier Camille que j'ai arrêté d'être son père sur les choses qui comptaient. Et quand tu as essayé de mettre de l'ordre là-dedans, je t'ai traité comme si tu étais le problème parce que c'était plus facile que d'admettre que j'en avais créé un. Oui, ai-je dit. Il a grimacé, mais il méritait la simplicité de cette réponse. Puis il a dit la chose dont j'avais besoin qu'il comprenne depuis le début. Ce que j'ai fait à la table de ta famille était humiliant. Et c'était déloyal. Tu étais ma femme, et je t'ai laissée là, toute seule. C'est la première fois que ces excuses m'ont touché. Pas parce qu'elles réparaient tout, mais parce qu'elles nommaient correctement la blessure. Dans les semaines qui ont suivi, je n'ai pas simplement restauré la vie telle qu'elle était avant. Ça nous aurait appris à tous la mauvaise leçon. Au lieu de cela, nous avons reconstruit différemment. Camille a pris en charge une partie de ses frais de scolarité avec des prêts et son travail. J'ai accepté d'aider pour une part limitée chaque semestre, mais seulement après qu'elle m'ait montré son budget, et uniquement pour l'essentiel. La voiture a été remplacée par un modèle modeste et gérable, en partie financé par Laurent, en partie par Camille elle-même. La carte de crédit est restée séparée. Les attentes sont devenues explicites au lieu d'être supposées. Et lentement, très lentement, la paix est revenue. Quelques mois plus tard, nous avons eu un autre dîner de famille chez ma mère. Même salle à manger, même ventilateur de plafond cliquetant au-dessus de nous. Mais cette fois, quand ma mère a demandé à Camille de passer les haricots verts, Camille a souri, les lui a tendus, puis m'a regardé. C'est Céline qui a fait le gratin, a-t-elle dit, et je lui ai demandé la recette. C'était un détail, mais dans les familles, les petits détails sont souvent le point de départ de la guérison. Je ne crois pas que l'amour doive coûter à une femme sa dignité. Je ne crois pas que le mariage signifie être utile tout en restant silencieuse. Et je ne crois pas qu'on aide des enfants adultes en les protégeant des conséquences de leur propre comportement. Parfois, la chose la plus bienveillante que vous puissiez faire pour une famille est d'arrêter d'amortir toutes les chutes. Parce que le respect ne grandit pas là où tout est servi sur un plateau. Il grandit là où l'amour et la responsabilité finissent par se rencontrer. Si cette histoire vous a marqué, j'espère qu'elle vous a rappelé que poser des limites n'est pas de la cruauté. C'est souvent le début de la vérité. Et parfois, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, devient la chose même qui donne à une famille brisée une dernière chance honnête de guérir.